Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, en 2000, l'Organisation mondiale de la santé auréolait la France du titre de meilleur système de santé du monde. Est-ce que vous vous en souvenez? Aujourd'hui, tout le personnel de santé est en situation de burn-out chronique. Les agents à l'hôpital, les médecins en ville et les infirmières libérales. Nous n'arrivons plus à recruter pour des métiers trop mal payés et trop difficiles. Conséquence, un Français sur 3 vit dans un désert médical. 7 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. Le secteur psychiatrique est en pleine crise, les urgences sont débordées à chaque épidémie et près d'un tiers des établissements hospitaliers, écoutez bien Monsieur le Premier ministre, déclarent des incidents graves liés aux surcharges d'activité dans les hôpitaux. Et je ne compte plus, hélas, les unes de journaux relatant des drames. Des jeunes et des moins jeunes décèdent aux urgences avant même d'avoir pu être pris en charge. Est-ce normal? Non. Pourtant, nous connaissons les causes de ce désastre. Une politique qui limite les dépenses de santé. Alors ça a commencé avec un numerus clausus en médecine fixé à 3 600 en 1995. Pourquoi je le mentionne? Parce que l'idée saugrenue, c'était qu'avec moins de médecins, on dépenserait moins pour la santé. Depuis, le numerus clausus a été levé, certes, mais nous avons perdu 1000 enseignants-chercheurs dans les CHU depuis 1996. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. La même logique a été appliquée à l'hôpital. En 10 ans, 43 000 lits ont été perdus, soit plus de 10% de l'offre de soins. Mais au fait, dépensons-nous vraiment, Monsieur le Premier ministre, trop pour notre santé? Je vous rappelle quelques chiffres. En 2023, la dépense courante de santé correspond à 16,7% du PIB aux USA, 11,8% en Allemagne et seulement 11,6% en France. Donc non. Mais en réalité, il n'y a pas que le manque de moyens dans les hôpitaux. Le management toxique fait aussi beaucoup de dégâts. La tarification à l'acte a favorisé la bureaucratie et la compétition entre les acteurs. Elle a aussi contribué à la montée en puissance d'un secteur privé lucratif, très coûteux pour la sécurité sociale. Et en réalité, le soin devient de plus en plus une marchandise, presque comme les autres. Alors prenons l'exemple de Sanofi. Le groupe a quadruplé les dividendes versés à ses actionnaires depuis 2000, alors que les pénuries de médicaments explosent. Donc il est temps, chers collègues, il est temps d'avoir un grand plan pour la santé et pour l'hôpital. Alors que proposez-vous dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? Examinons un peu ça. Pour remédier aux déserts médicaux, votre solution, c'est génial, hein, votre solution est de faire travailler plus longtemps les médecins en les exonérant de cotisations vieillesse. Il fallait y penser quand même. Hein. Pour remédier aux déserts médicaux, non, pour trouver des recettes supplémentaires, vous taxez les apprentis et diminuez leur rémunération. Pas mal. Pour limiter les dépenses de santé, vous avez une idée lumineuse. De faire payer les patients qui ont été contraints d'annuler leur rendez-vous. Ah, c'est super. Et vous proposez de remplacer les taxis par des prestataires de services de transport collectif comme Transdev. Ça vous paraît pas grave, mais en réalité, quand on discute avec les personnels, c'est ceux et celles qui sortent de l'hôpital après leur chimiothérapie seront ravis d'attendre 1 heure le minibus pour qu'il soit plein. Alors, pire, vous voulez rattacher les agents du service du contrôle médical au CPAM, mettant fin à la dépendance historique des médecins conseils. Et votre seul objectif derrière ça, en réalité, c'est de diminuer les arrêts de travail au mépris de la santé des salariés. Alors vous voulez traquer les fraudes largement imaginaires avec des méthodes plus bureaucratiques les unes que les autres. Cette obsession du contrôle des bénéficiaires de la sécurité sociale coûte beaucoup et rapporte en réalité peu. Je vais vous rappeler encore une fois les chiffres. La fraude des assurés est 3 fois inférieure, Monsieur le ministre, à celle des entreprises et des professionnels de santé. Vous savez, ce sont les chiffres du ministère. L'ensemble coûte 13 milliards à la sécurité sociale, alors que la fraude fiscale constitue un manque à gagner de 60 milliards. Et rien dans ce PLFSS, Monsieur le ministre, pour traquer la fraude sociale massive des employeurs et rien pour traquer la fraude fiscale. Au final, c'est toujours la même chose. Les efforts sont toujours demandés aux plus modestes, qui voient le reste à charge ou leur mutuelle augmenter, alors que vous ne demandez aucun effort aux plus riches et aux entreprises. Alors, le sort de l'article 6, on n'en a pas encore trop parlé, est à ce titre exemplaire. Au début, le gouvernement Barnier prévoyait de diminuer les exonérations de cotisations patronales de 4 milliards. Bon, 4 milliards sur 80 milliards, c'est pas beaucoup, mais bon. La gauche l'avait voté, d'ailleurs. C'était déjà insuffisant. Mais après l'examen à l'Assemblée, nous étions tombés à 0. L'article 6 avait été supprimé. Alors au Sénat, le rendement a été porté à 3 milliards et en CMP, il ne reste plus que 1 milliard. 1,6 milliard, pardon.
Et le rapporteur Thibault Bazin en commission a proposé un amendement pour conserver ce 1,6 milliard, mais le socle commun, les députés du socle commun, là, n'en voulaient même pas. En réalité, vous préférez diminuer les prestations sociales et augmenter la dette de la sécurité sociale plutôt que de faire contribuer les multinationales et les plus riches à notre modèle social. C'est ça la vérité. Alors pourtant, des solutions existent. Notre groupe a proposé une hausse des cotisations sociales à hauteur de 13 milliards d'euros, avec un modèle lissant les effets paliers et supprimant les exonérations au-dessus de 2 SMIC, là où elles sont sans effet sur l'emploi selon tous les économistes. Alors, on a discuté de cette hausse du salaire brut. Et vous dites que ça grève nos exportations. Mais ce n'est pas vrai, je l'ai toujours dit. Rappelons que le salaire brut en Allemagne est de 1 000 € au-dessus de celui de la France, alors que leur balance commerciale est très excédentaire. D'ailleurs, le lien entre emploi et ce que vous appelez le coût du travail relève de la fable, chers collègues. D'ailleurs, l'économie espagnole se porte très bien, alors que le SMIC y a été augmenté de 60% en 6 ans. D'ailleurs, réfléchissez un peu. Si la prestation sociale n'est pas prise en charge par la cotisation, elle l'est par le reste à charge, vous suivez, l'impôt ou la complémentaire, il n'y a pas de magie. Bon. Mais en réalité, il faut donc augmenter les salaires pour que les salariés puissent la payer. Donc à la fin, sur le coût du travail, ça revient exactement au même. Alors nous avons aussi proposé une augmentation de la CSG sur les revenus du capital. Les détenteurs de livret A ou de livret populaire ne seraient pas touchés, car ils sont exemptés de CSG. Et cela coûterait, j'ai fait les calculs, que 35 € par an pour un détenteur de PEL au plafond. Donc cette mesure, contrairement à tout ce que vous avez raconté, ne toucherait pas les petits épargnants. Au total, le groupe écologiste et social, en responsabilité, vous nous demandez toujours d'être responsable, a proposé 24,5 milliards de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. De quoi éponger en partie la dette de la sécurité sociale et celle des hôpitaux, et d'abroger aussi la réforme inique des retraites. Ces moyens permettraient de sauver l'hôpital, de développer des centres de santé publics maillant tout le territoire et de créer un vrai service public du médicament, enfin. Mais ces moyens permettraient aussi d'avoir une vraie politique de santé environnementale. Car en réalité, messieurs les ministres, c'est la seule façon de réduire intelligemment les dépenses de santé. Plus de vaccins, plus de sport, plus de prévention sur les addictions, à commencer par le tabac et l'alcool, moins de pollution de l'air et de l'eau, moins de risques au travail, moins de produits sucrés et salés. Mais presque rien de tout ça n'est dans le PLFSS. Il y a juste que les produits sucrés, et encore. Donc sans 49.3, nous aurions voté contre le PLFSS, vous l'aurez compris. Notre rejet du PLFSS, d'ailleurs, suffit à lui seul à justifier la censure du gouvernement. Car nous l'avons montré, la gauche a des solutions pour sauver l'hôpital public et en finir avec les déserts médicaux. Il est urgent de mettre Bayrou, monsieur le ministre, de vous mettre à la retraite. Je suis désolé, c'est bien parfois de partir à la retraite pour qu'un ministre issu d'une EFP le remplace. Alors la censure d'ailleurs peut être utile, ça a été rappelé par mon collègue Adrien Clouet. La preuve, les 17 millions de retraités ont vu leur pension augmenter de 2,2% grâce à la censure de décembre dernier. Censurer le PLFSS n'aurait aucune conséquence budgétaire. La sécurité sociale continuera à fonctionner normalement. Pourquoi s'en priver ? Alors, mais nous censurons ce PLFSS pour 3 autres raisons. Et je voudrais solennellement que nos camarades socialistes aujourd'hui présents les entendent. Une raison sociale, d'abord. Le report de l'âge de la retraite à 64 ans a été voté par un PLFSS rectificatif. Les syndicats de salariés étaient unanimement contre. Le peuple français s'est massivement mis en grève et est descendu dans la rue. 80% des actifs étaient contre. Le gouvernement actuel ne veut pas abroger la réforme de la retraite et vous le savez. Donc dans ce cas, la gauche doit être claire, la seule réponse doit être la censure, chers collègues. Une raison démocratique maintenant. Certes, il n'y a pas de coalition qui dispose d'une majorité absolue, mais le NFP est arrivé en tête des élections en juin dernier. S'entêter à refuser de nommer un Premier ministre de gauche, c'est maintenir le pays dans l'instabilité. Combien de temps le RN et les socialistes vont-ils servir de béquille au gouvernement Bayrou ? Tout usage du 49.3 doit mécaniquement déboucher sur une censure. Sinon, nous n'acceptons le pouvoir d'un gouvernement minoritaire illégitime et nous dévalorisons le sens du vote des Françaises et des Français. Enfin, je voudrais être solennel, une raison républicaine. Oui, une raison républicaine de vous censurer. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, monsieur le ministre. Ceux qui quittent les rivages de la République pour courtiser l'extrême droite sont un danger pour elle. Je veux être solennel, les néofascistes progressent partout. Russie, USA, Israël, Italie, Autriche, Belgique, Finlande, Suède. Trump interdit des recherches sur le genre, sort de l'accord de Paris. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, fait des saluts nazis.
Et si nous ne censurons pas ce gouvernement maintenant, combien de temps avant que la France suive le même chemin? Je vous pose la question. Ceux qui se revendiquent encore de la République doivent dire clairement non à la haine et non aux fake news. Reprendre le vocable de l'extrême droite en parlant de submersion migratoire vaut censure. C'est à la fois alimenter la haine et propager une fake news. Et dans ce moment grave de l'histoire, la gauche doit être claire, censurée. Merci beaucoup.